Ici, on va donc discuter de l'accessibilité des élections. C'est le sujet de notre campagne 2024. Et je modérerai cette discussion en tant que chargé de campagne que j'ai eu la chance de tenir cette année avec l'équipe d'inclusion. Avant de faire les différentes observations, je pense que c'est d'abord intéressant de présenter tout le monde. Donc, à ma droite, il y a Pierrick Purnode, qui est un de nos relecteurs Falc. Donc, on a parlé du Falc là tantôt, on va beaucoup en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet très important. Il relie nos traductions Falc. Marie Orlin, qui travaille chez UNIA, donc le centre indépendant qui lutte contre la discrimination. Vous travaillez à la cellule handicap. Et j'ai pu vous interviewer en début d'année quand on a fait le magazine sur l'accessibilité des élections. À ma gauche, Viviane Planchon. Ce micro, c'est pas facile en fait, donc on va faire comme ça. Voilà. Viviane Planchon, vous êtes la maman d'un jeune homme de 23 ans qui a voté cette année pour la 2e fois. Et Séverine Carco, vous travaillez au SPOE Wallonie à la cellule participation et élections. Et donc vous avez participé à organiser cette énorme machine que sont les élections du 13 octobre en Wallonie. Avant de détailler exactement les différentes actions qu'on a pu faire pendant la campagne, je voudrais d'abord me tourner vers Marie Orlin et revenir avec vous sur un des principes majeurs des droits des personnes en situation de handicap, c'est la protection juridique, parce que tout découle de là. Quand on parle du droit de vote, et on en a beaucoup parlé cette année, tout découle de la protection juridique. Oui, tout à fait. Donc, UNIA avait réalisé une étude dans le cadre des élections de 2018-2019 pour voir quels étaient les obstacles à la participation citoyenne des personnes en situation de handicap psychique ou intellectuel. Et parmi ces obstacles que l'étude mettait en avant, c'était effectivement le fait qu'elles étaient déclarées incapables par le juge de paix. Et donc, la Convention des Nations Unies prévoit que dans l'exercice de ce droit de vote, les personnes doivent pouvoir bénéficier de l'accompagnement dont elles ont besoin, plutôt que de se voir privées de leur capacité juridique à voter. Et une chose qui est revenue souvent cette année, c'est que les juges de paix, quand ils décident si les personnes qui sont sous protection de la personne peuvent voter ou pas, en fait, ils cochent tout un panel, tout un package d'actions. Et c'est comme ça, notamment, que des personnes qui pourraient aller voter perdent leur droit de vote. Donc, par rapport à ça, il y a eu un retour en arrière par une législation du 28 mars 2023. Donc, c'est-à-dire qu'avant, les juges de paix devaient mettre en place un statut de protection sur mesure. Et il devait cocher, comme vient de le dire Thomas, une liste d'items selon lesquels il évaluait la capacité ou non de la personne à les exercer. Et cette loi du 28 mars 2023 a rajouté l'item sur l'exercice des droits politiques. Donc c'est en fait un retour en arrière parce qu'avant, le juge n'était pas invité à se prononcer là-dessus. Il le faisait parfois en surplus, pour autant qu'il était sollicité pour le faire. Maintenant, il est invité à le faire systématiquement, alors même que ça ne se retrouve pas forcément dans la requête pour mettre la personne sous statut d'administration. Donc cette loi opère un retour en arrière. Une des personnes que j'ai interrogées en marge de ce colloque, c'est Sophie Van Kriekingen, qui est directrice d'un centre de jour et d'un centre d'hébergement à Bruxelles. Et on en a beaucoup parlé avec elle parce qu'on a été donné plusieurs animations. On verra les animations tout de suite en images. Et ce qu'elle expliquait, c'est que plus ou moins sur l'ensemble des résidents ou des bénéficiaires qu'elle côtoie, qui sont sous protection de la personne, sous administration de la personne, la moitié en fait aurait été capable d'aller voter. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment au moins dans son panel à elle, 50% des personnes qui ont perdu leur droit de vote alors qu'en fait, elles auraient pu aller voter. On en parlait là tantôt quand vous êtes arrivé. Vous aussi, vous êtes administratrice, c'est ce que vous m'expliquez de votre fils. Ça a été toute une aventure pour pouvoir le faire voter, selon ce que vous m'expliquez là tantôt. Là, on m'entend. Oui. Mais en fait, donc mon fils Clément, à ses 18 ans, il a pu directement aller voter, c'était les élections, et je n'étais pas encore administratrice des biens de la personne. Et donc il a un frère jumeau, il a un grand frère, donc il avait été voté avec la famille au village, et ça s'est très bien passé. Et l'année qui a suivi, j'ai entamé toutes les démarches pour être administratrice du bien de la personne.
Je dois dire que pour ma part, c'était une démarche au niveau émotionnel qui était lourde à faire. Donc, comme vous dites, il y a tous ces items qu'il faut vérifier avec la juge. Et j'ai été distraite ou pas assez attentive. Je n'ai pas vu qu'en cochant les tout, il ne pourrait plus voter. Donc, finalement, ça s'est fait, ça s'est mis en place. Et c'est quelques temps après que ça a fait tilt et je me suis dit, mais il ne pourra plus aller voter. Donc je suis allée vérifier les documents et je me suis dit, enfin j'ai contacté la justice de paix à Andenne et ils m'ont dit, ben non, là, dans cette situation-là, il ne peut pas voter. Et donc j'ai entamé les démarches via la nouvelle plateforme informatique de la justice de paix pour qu'il puisse voter et directement la juge a accepté et a fait les démarches, les documents qui sont arrivés à la commune pour qu'il puisse voter. Mais c'est une démarche à faire, en plus de toutes les autres démarches administratives que tout le monde connaît bien. Donc voilà, et évidemment, ici, il a été voté au mois de juin et au mois de septembre. Donc son petit document est là, et j'y tiens beaucoup. Pour moi, je trouve qu'il a 2 fois plus de valeur que les autres. Mais voilà, et donc il a pu voter pour sa marraine de cœur qui est ici dans la salle, Clotilde, et pour une autre amie en septembre au niveau de la commune, Sakiné, qui a été élue. Voilà. Nathalie qui est là. Mais je rebondis sur ce que vous dites et ça fait écho à ce que disait Sophie, que j'ai appelée cette semaine, qui parlait de l'importance de sensibiliser les proches. Donc on va le voir ici tout de suite dans la vidéo. Avec Inclusion, on a passé l'année à sensibiliser les personnes en situation de handicap à aller voter et on les a beaucoup encouragés à aller voter. Mais ce qu'elle disait, c'est que en fait, beaucoup de personnes en situation de handicap sont déjà prêtes à aller voter. Et les personnes qu'il faut sensibiliser, c'est les proches qui doivent les aider pour le faire. C'est aussi les éducateurs, parfois, quand des personnes n'ont plus de famille. Et donc là, je me tourne vers vous, Pierrick. Cette année, vous avez été voté pour la 2e fois. Vous avez déjà été voté en 2018. Est-ce que vous avez besoin d'aide de la part de vos proches cette année pour aller voter, ou est-ce que vous avez pu le faire seul ? J'ai pu aller voter seul cette année. Comme j'avais fait en 2018 aussi, aller aux urnes tout seul. Voilà, une fois j'étais bien préparé déjà avec l'expérience de la fois d'avant, donc je savais comment faire pour aller voter, cocher sur la liste, qu'on peut faire, pas faire. Voilà. Et comment tu t'es préparé ? Comment vous êtes préparé, pardon, comment vous êtes préparé à aller voter ? Est-ce que vous vous sentiez prêt au moment de faire le vote ? Parce que c'est aussi quelque chose qui revenait beaucoup dans les animations, c'est que les personnes avaient très peur de faire le mauvais choix, de faire une bêtise, pas spécialement parce qu'elles avaient peur qu'on se moque d'elles, mais parce qu'elles sentaient que c'était un devoir citoyen d'aller voter et elles ne voulaient surtout pas faire d'erreur. Vous avez senti ça aussi ? Le fait de ne pas faire d'erreur, en amont avant, j'avais réfléchi aussi beaucoup comment faire, comment voir, qui allait. C'est toujours une partie très importante d'aller voter. Donc prendre ça à cœur, dire qu'on a le pouvoir d'aller voter comme citoyen. Alors aller faire son devoir, c'est important. Et après, c'est toujours en amont avant, pour savoir ce qu'on va voter, regarder les infos. On reviendra sur l'accessibilité des informations après. Justin, je veux bien que tu envoies la vidéo, si possible. Dans 11 jours, ce seront les élections et nous avons choisi aujourd'hui de nous intéresser aux électeurs avec un handicap intellectuel. Ils sont environ 3% au sein de la population belge et ces personnes doivent être accompagnées, formées pour pouvoir exercer au mieux leur devoir citoyen. Reportage de Bruno Gatti, Colia Prignon et Tidiem Kouach à la Louvière. Oui. Bonjour madame, bienvenue au bureau de vote. C'est une mise en situation avant l'heure, une répétition dans un isoloir en carton pour ces jeunes qui voteront pour la première fois le 9 juin. À voter. Âgés de 16 à 18 ans, ces jeunes de la Louvière ont un handicap intellectuel qui ne les empêche pas d'assumer leur devoir citoyen dans quelques jours. Dans une petite feuille, il y a des petites bulles et on doit voter par colonne. Par exemple, il y a l'éco, il y a le PS et tout. Mais on doit voter, par exemple, si on vote déjà pour l'éco, on ne peut pas aller voter pour le PS. Genre, on doit voter, quand on a voté pour quelqu'un, on ne peut pas aller voter pour quelqu'un d'autre dans une autre catégorie. Ça va, juste légèrement un peu stressé, mais pas trop. Cette animation de l'ASBL Inclusion permet d'expliquer le b.a.-ba des élections et les questions fusent.
La convocation, il faut le prendre avec pour aller voter. Tout à fait. Quand tu vas voter, il y a deux choses. Enfin, quand vous allez voter, il y a deux choses à surtout prendre avec. C'est la convocation que vous allez recevoir par la poste et la carte d'identité. Sur les slides, des informations en écriture Falk pour facile à lire et à comprendre. Ici, ces jeunes sont quasi prêts à aller voter. Ça, on peut voir qui est le MR, qui est le PS, qui est les écolos, qui est le défi, qui est un peu de tout. Je crois que je suis prêt, mais je vais encore réfléchir pour qui voter, parce qu'il faut faire attention. On se sent quand même utile parce que c'est surtout sur la question des partis et des différences des programmes qu'il faut essayer d'être le plus accessible possible, parce que c'est là-dessus qu'il y a quand même encore de gros manques selon nous. En Belgique, on estime que 330 000 personnes ont un handicap intellectuel. Toutes ne sont pas électrices, mais un grand nombre tout de même. Le 9 juin, si l'une d'entre elles veut se faire accompagner dans l'isoloir, c'est tout à fait possible. Si le président devait refuser l'accompagnement d'un proche pour des raisons d'influence, ou s'il estimait qu'il y avait un conflit d'intérêts à ce moment-là, alors c'est lui-même qui devra accompagner cette personne pour l'aider à accomplir son devoir de citoyen. Ces jeunes ne manqueront pas leur rendez-vous avec la démocratie pour faire entendre leur voix le 9 juin. Et vous pouvez retrouver toute une série d'articles en écriture Falk, facile à lire et à comprendre donc, sur notre site RTBF Actu sous l'onglet Élections. Voilà, donc Ophélie Fontana a déjà expliqué à ma place ce qu'on avait fait cette année avec la RTBF. On y reviendra après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne sais même pas si on aura le temps. Une des choses dont on a parlé ici, c'est la possibilité des présidents des bureaux de vote et des assesseurs d'accepter ou d'accompagner les personnes dans les îles-de-Loire. Séverine Carco, donc vous avez participé à organiser les élections. Vous avez aussi probablement du coup participé à former les présidents des bureaux de vote et les assesseurs. Comment on les forme à ces questions d'inclusion et à rencontrer des personnes parfois donc, qui ont des profils différents? Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir invités aujourd'hui. Donc le cycle électoral n'est pas terminé. Donc nous n'avons pas encore validé les élections, donc nous ne sommes pas encore dans le moment de l'évaluation. Donc on n'a pas encore évalué l'impact de nos actions sur l'inclusion sociale, mais ce que je peux dire, c'est que l'accessibilité des élections, c'est une priorité de la Wallonie qui est partagée, par l'ensemble des ministres qui ont eu l'organisation des élections dans leurs compétences. Et donc, effectivement, il y a plusieurs mesures qui sont contenues dans le plan Wallon Accessibilité, mais aussi déclinées pour l'organisation des élections, parmi lesquelles la sensibilisation des présidents et des assesseurs qui doivent accueillir les électeurs et les conseiller pour optimaliser cet accueil. Et donc, dans les instructions qu'on leur communique et qui sont disponibles sur leur site internet, il y a toute une série de conseils et de recommandations pour accueillir au mieux tous les électeurs et aussi un focus sur la question de l'accompagnement. Donc, il y a déjà eu une réforme significative, c'est qu'avant, pour pouvoir être accompagné dans l'isoloir, il y avait une démarche qui était demandée à l'électeur. Il fallait remplir un formulaire de demande d'accompagnement. Et cette démarche a été supprimée. C'est-à-dire que maintenant, l'électeur qui en ressent le besoin peut demander au président à être accompagné. Et c'est seulement s'il a un doute sur l'honnêteté de l'accompagnant que le président va accompagner lui-même ou confier à l'assesseur le rôle d'accompagnant. Et donc, c'était impliqué dans la formation des présidents. Tout à fait. Oui. Une des choses qui est revenue effectivement, c'est que quand on rencontrait les gens, en fait, on les a rencontrés pour beaucoup avant le mois de juin et puis juste avant le mois d'octobre. On refaisait l'animation à certains endroits où on avait déjà été. Et ce qui revenait, c'est que effectivement, ça s'était bien passé le jour même, en général. Le problème, c'est plutôt en amont. Et donc là, évidemment, on va parler de l'accessibilité de l'information parce qu'on va revenir un petit peu avant les scrutins. Il faut pouvoir se faire une idée de pour qui on va voter. C'est déjà très compliqué de manière générale. C'est encore plus compliqué quand l'information est difficilement compréhensible. Marie Orlin, je me rappelle quand on en a discuté en début d'année pour le magazine d'inclusion, vous m'aviez dit il faudrait imaginer un système où le financement des partis est conditionné au respect de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées et en corollaire au respect de l'accès à l'information. On a
proposé aux partis politiques de traduire les programmes en FALC, surtout en juin où c'était encore plus facile parce que c'était des programmes un par parti alors qu'en octobre c'était pour toutes les communes. On a eu 2 réponses. Et encore, un des 2 partis pour lequel on l'a fait n'a pas rendu sa traduction FALC accessible parce qu'elle l'a planqué sur son site. Encore faut-il, une fois que le texte est traduit, encore faut-il le rendre accessible sur le site. Est-ce que c'est vraiment réalisable, ça, d'imaginer qu'un jour on conditionne le financement des partis à l'accessibilité de l'information et aux autres questions de handicap? En fait, je pense que la question, c'est pas de savoir si c'est réalisable ou pas. C'est un engagement qu'a pris la Belgique en ratifiant la Convention des Nations Unies. Et c'est ce qui permet aux personnes en situation de handicap intellectuel d'accéder à un droit fondamental, c'est-à-dire le droit de vote. Et je pense qu'il y a peut-être une réflexion à avoir, plutôt que de priver les personnes en situation de handicap de leur capacité juridique à voter. L'enjeu est plutôt de les rendre capables de voter, notamment par cette mise à disposition d'une information qui soit accessible et donc facile à lire et à comprendre. Et ça fait partie aussi des obligations qui découlent de cet article 22 ter de la Constitution dont parlait Thomas, qui prévoit l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse arriver à des programmes électoraux qui soient accessibles. Avant de demander dans le public s'il y a des réactions, des questions, des remarques, Pierrick, pour vous, l'information, ça a été facile à trouver avant les élections et après aussi, parce qu'après, il faut encore savoir qui a gagné les élections et ce qui va se passer. En fait, trouver l'information n'est pas si simple que ça, non. Après, il y a tous les partis qui commencent à mettre leurs infos, on va faire ci, on va faire là, en vrac, dans tous les sens, que ce soit les tracts, que ce soit les sites internet. Et après, avec des termes, avec des tartines, où tu n'as pas envie de lire, et puis si tu dois passer 3 heures à lire chaque truc, oui, les trucs ne sont pas toujours adaptés. Même aux gens qui savent lire, des fois, ça ne nuit pas la vie du show, voilà. Vous vous êtes intéressé aux résultats après les élections et du coup, est-ce que vous avez pu avoir les infos que vous vouliez? Bien sûr qu'on s'intéresse aux résultats. Après, il y a les résultats directs qu'on entend par les infos, voilà, la télé ou les journaux. Après, pour avoir vraiment vraiment l'info en amont, hein, il faut vraiment le trouver sur des infos bien spécifiques, mais c'est pas toujours... Il faut le savoir. Il faut savoir où ça se trouve, effectivement, et c'est pas évident. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient réagir ici dans le public maintenant? Oui. Je suis papa d'un fils qui est en protection juridique. Il n'aurait pas de capacité, je dirais, physique et intellectuelle de voter. On le représente dans toutes les situations de sa vie, en termes de choix et en termes d'accompagnement. Et donc, je ne comprends pas, en tant que citoyen, que certaines personnes qui ne sont pas capables, je dirais, d'aller voter parce qu'elles sont hospitalisées, parce qu'elles sont peut-être dans une maison de repos, peuvent donner une procuration à un proche et pas une personne en situation de protection juridique. Il y a quelque chose qui est incomplet. Moi, je ne voudrais pas que l'on élargisse le droit de vote, mais qu'on segmente ceux qui sont capables par elles-mêmes d'aller dans l'isoloir ou ceux qui ne le sont pas tout à fait ou pas du tout, parce que accompagner une personne permet évidemment de permettre à cette personne de rester un concitoyen à part entière. Et c'est vraiment l'ensemble qu'il faut essayer d'intégrer et de développer dans l'avenir en termes, je dirais, d'accessibilité. Juste avant la prochaine question, est-ce que quelqu'un a une réaction par rapport à ça? Ou est-ce qu'on est tous d'accord? Voilà. Voilà. Oui, bonjour. Je suis Anne Kettler, fondatrice et conseillère juridique de l'ASBLDI, Droit, Handicap et Inclusion. Je voulais juste établir un constat, c'est que la première thématique qui arrive dans l'assistance juridique de première ligne chez nous, au sein de l'association, c'est la thématique de l'administration de biens et de la personne, concernant essentiellement les personnes avec troubles du spectre de l'autisme et en situation de handicap intellectuel. Nous avons introduit plusieurs requêtes de main levée de mise sous protection judiciaire abusive, parce qu'on se rend compte que oui, il y a la loi telle qu'elle devrait être appliquée, où on rappelle que le régime d'assistance
doit être privilégié au régime de représentation. On constate effectivement que le juge de paix a tendance à mettre sous protection absolue et complète. Normalement, il doit voir chaque item pour les personnes, chaque item pour les biens, et on voit qu'il y a une tendance par principe de précaution ou facilité de la mettre sous protection judiciaire. Donc lorsque, par exemple, on parlait, madame, tout à l'heure du droit de vote, il ne faut jamais hésiter à réinterpeller le juge de paix. On ne doit pas aller en procédure judiciaire pour autant, pour dire, ben voilà, là, effectivement, on estime capable la personne mise sous protection de récupérer ce droit de vote. Parce qu'on le sait, la capacité juridique, à partir du moment où on vous la supprime, on vous supprime tous vos autres droits civils, politiques, donc économiques, sociaux et culturels. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et toutes les requêtes que nous avons introduites auprès des tribunaux ont obtenu gain de cause, parce que parfois, je vous donne un exemple. Le premier dossier, c'était une personne avec trouble du spectre de l'autisme en première année au niveau de l'Académie des Beaux-Arts et qui était mise sous protection complète. Donc là, évidemment, elle a été restituée absolument dans tous ses droits. Donc ne pas hésiter et faire une grande distinction entre ce qui est un droit à l'aménagement raisonnable, qui est d'application immédiate et directe. Il ne faut pas oublier, c'est vraiment application directe dans notre droit, et l'accessibilité qui est une obligation à réalisation progressive. Donc vraiment être vigilant et ne pas hésiter à retourner soit à interpeller le juge de paix, soit à tenter une procédure quand la situation est plus grave. Merci. Oui, Étienne Leff. Est-ce que nous ne ferions pas, en tant qu'inclusion, faire une information pour tous nos membres, que quand on met une personne sous administration de biens, il faut d'abord bien réfléchir si c'est absolument nécessaire, parce que pour une certaine de personnes, il y a d'autres solutions, mais aussi pour tous ceux pour lesquels c'est nécessaire d'attirer l'attention des parents pour qu'au moment où ils vont chez le juge de paix, ils soient attentifs à ce que le juge de paix fait. C'est beaucoup plus facile de faire ça au début que de devoir retourner en justice. Et donc, on devrait informer nos membres sur ce que l'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. C'est un sujet, je pense, qu'il faudrait pouvoir faire. Merci. Merci. Juste pour rebondir sur ce que Guy disait, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer une procuration? Parce qu'il y a plein de personnes âgées aujourd'hui qui vivent dans des homes mais qui donnent procuration à leur, parfois à l'institution carrément, mais parfois aussi à leurs proches pour pouvoir voter. Donc est-ce que ce n'est pas quelque chose d'envisageable pour les situations que Guy dont Guy a parlé? Voilà. Juste le temps que le micro se balade, je vais laisser répondre Marie qui a vite une petite réponse par rapport à ce qui s'est déjà dit. En fait, ce système de procuration n'est pas possible donc, lorsque la personne a été déclarée incapable par le juge. Et par rapport au droit de vote spécifiquement, le législateur a considéré que c'était un droit qui était à ce point personnel que la personne ne pouvait pas être substituée par un autre, donc par son représentant, pour pouvoir l'exercer. Et cette capacité qui est donnée aussi au juge de paix de prononcer la personne capable ou non de voter questionne aussi sur les outils dont dispose le juge de paix pour dire qu'une personne est ou non capable de voter. À partir de quand une personne, et selon quels indicateurs une personne est considérée capable ou non de voter. C'est un petit peu une question. Les juges de paix n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps de faire cette évaluation vraiment au cas par cas. Oui, c'est Vanessa, moi. Du mouvement Personne d'abord. Moi, je suis d'accord que tout le monde est capable, mais si l'information n'est pas donnée à l'accessibilité de la personne ou oser d'expliquer à la façon des personnes en situation de handicap de tout type, parce que on est tous capables d'une façon ou d'une autre. On a juste besoin de temps pour comprendre et de voir les choses différemment. Et oui, avec les administrateurs de biens, parfois c'est un peu
on va dire, un peu bizarre parce que tu as des gens qui mettent comme ça, mais parfois c'est pour la sécurité de la personne parce qu'il n'arrive pas à gérer ses sous. Parfois c'est bien les administrateurs de biens, mais il faut être à l'écoute de la personne. Il faut être dans la confiance, main dans la main, pas au-dessus, pas en dessous. Travailler ensemble. S'il n'y a pas de travail ensemble, s'il n'y a pas d'écoute, ben comment vous voulez avancer? Dans le monde des votes, c'est pareil. Hein? Voilà. Mais je vais rebondir sur ce que dit Madame. Donc, pour mon fils qui est trisomique, c'est clair que pour lui expliquer quelque chose, il faut prendre beaucoup plus de temps. Il faut prendre le temps. Donc, avant d'aller voter, en fait, moi, je lui ai expliqué. Il a discuté avec son papa. Il a beaucoup discuté avec ses frères pour savoir pour qui voter. Mais il avait déjà une très bonne idée en tête, évidemment. Mais en allant, le jour même du vote, il m'a dit, j'ai dit, tu fais bien attention de bien faire le rond, etc. Et il me dit, mais je sais. Hein. Je dis, oui. Il dit, oui, ils m'ont expliqué. Hein. En fait, il est au centre Saint-Lambert à Andenne. Et le centre a organisé une formation avec l'aide de la SBL Essentia. Et en fait, il m'a expliqué qu'il avait déjà fait des tests, etc. Et donc là, je remercie ce type d'ASBL qui explique et qui forme les personnes à voter. Et eux ont également pris le temps de bien leur expliquer, de faire les exercices avec les feuilles papier que là, nous, on n'avait pas. Voilà. Cette question du temps est très importante. Ouais, je reviens chez toi après. C'est ce qui revenait le plus des animations, c'est qu'il y a des personnes qui avaient la chance à la maison d'avoir des parents ou des proches qui pouvaient leur parler des élections, leur parler des partis, leur parler de comment ça se passait. Il y en a qui n'avaient pas cette chance-là. Et alors, on faisait peser ce poids-là sur les éducateurs et les éducatrices. Mais pour elles aussi, c'était très difficile. Pour ces personnes-là, c'était très compliqué parce que la plupart, déjà, nous demandaient à nous de venir expliquer le pourquoi des élections, le contenu des programmes. Et donc, on a senti en donnant les animations qu'on avait vraiment, on se reposait sur nous pour expliquer quasiment tout ce qui concernait les élections en 2 heures. Et c'était super, on a adoré le faire, mais on se rend bien compte que pour les personnes qui sortent de l'animation, ça a été énormément d'infos en 2 heures. Elles ne peuvent pas tout assimiler, c'est pas possible. Et on prend plus le temps après, pour beaucoup d'entre elles, de s'intéresser à en fait, tu vas aller voter, c'est hyper important. Voilà ce que tu devrais faire. Voilà comment tu dois comprendre les informations. Et donc cette question du temps est très importante, y compris pour les éducateurs et les éducatrices. On est ici entouré de familles, mais pour les éducateurs et les éducatrices, c'est très important aussi de leur donner le temps de faire ça. Et c'est ce qui revenait beaucoup des discussions avec Sophie Van Krikkingen, directrice des centres d'hébergement et de jour à Bruxelles. Michel Goffin, professeur de méthodologie du travail social, retraité et bien d'autres choses. Je suis toujours préoccupé sur la question des procurations, comme ça a été proposé. Parce que la pression à faire des procurations, ça existe aussi. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a une décision déjà de justice, de mise sous contrôle par le système d'administrateur provisoire? Quelle est la validité d'une procuration à ce moment-là? On le sait dans les maisons de repos et de soins, puisqu'on organise des déplacements de bureaux de vote dans les maisons de repos et de soins pour que les gens puissent voter effectivement. Qu'il y a des maisons de repos et de soins, ma fille travaille comme soignante et mon beau-fils aussi, dans de différentes, qui organisent le déplacement des personnes âgées qui sont suffisamment valides pour aller voter. Donc voilà... je suis, moi, plutôt réticent sur la procuration, sauf quand elle est faite et qu'on est sûr par quelqu'un de lucide qui transmet donc son droit constitutionnel à quelqu'un d'autre pour pratiquer à sa place. Il faut être toujours très prudent là-dessus. Donc moi, je suis maman je m'appelle Anne-Laure Le Cardinal, je suis maman d'une petite fille trisomique de 12 ans et je travaille aussi dans le secteur de la migration avec des mineurs étrangers non accompagnés et des migrants adultes.
Et donc l'information FALC, je trouve ça vraiment super important parce qu'en fait c'est un peu comme les aménagements pour PMR en ville qui servent en fait aux personnes PMR mais aussi aux poussettes, aux rollers, aux skateboards et tout ce qu'on veut. Les traductions en FALC, ça sert aux personnes en situation de handicap, mais ça sert aussi à plein de gens qui sont en situation d'illettrisme, d'analphabétisme, je ne sais pas le terme exact, ou des personnes en situation de migration. J'avais fait des cours d'alphabétisation et on avait eu énormément de mal avec des femmes migrantes de trouver c'était il y a longtemps, de trouver des programmes traduits pour des personnes migrantes. Et en fait, ce style de traduction va pour énormément de monde. Et donc en juin, j'avais regardé un peu, il y a effectivement un seul parti qui avait traduit. Et en plus, dans la traduction, ce n'était pas une traduction exactement du programme, il y avait uniquement les points concernant les personnes handicapées. Et donc déjà, toutes les autres personnes qui pourraient être intéressées à une traduction simplifiée, ce n'était pas leur préoccupation qui était forcément représentée. Et en plus, il y avait une espèce de forme, je trouvais, pas de malhonnêteté intellectuelle, mais ça donnait l'impression que le parti était focus sur les personnes handicapées, alors qu'il y avait d'autres aspects du programme qui n'étaient pas présents, qui pourraient aussi intéresser les personnes avec handicap. Ils ne s'intéressent pas que, les personnes en PMR ne s'intéressent pas que aux trottoirs ABC, mais ils s'intéressent aussi à d'autres aspects de la société. Et donc, je me demandais s'il n'y aurait pas un intérêt qu'un organisme indépendant, ou je ne sais pas, une obligation qui est pour tous les partis une présentation, mais pour dire à quel point on est loin, parce que déjà la démarche a été amorcée, mais il faudrait qu'il y ait une traduction simplifiée de l'ensemble du programme pour pouvoir toucher, et pour que le discernement de la personne qui a accès au FALC puisse être vraiment respecté, il faudrait qu'il ait accès à l'ensemble de l'information du parti et pas seulement les points qui concernent le handicap. Juste avant la prochaine question, je voudrais faire réagir à ça Mme Carco et Pierrick Purnotte. Et alors, pour avoir fait cette année des traductions FALC d'articles de la RTBF, donc c'est une des choses qu'on a fait pendant l'année, c'est-à-dire on a traduit des articles sur les élections qu'on a fait héberger par le site de la RTBF. Ça s'est plutôt bien passé jusqu'en juin, enfin pour les élections de juin, où il y a eu 35 000 vues sur une vingtaine d'articles, ce qui, à l'échelle de la RTBF, est apparemment très bien. Ça, c'était beaucoup plus compliqué au mois d'octobre, où là, ils n'ont pas hébergé tous les articles qu'on avait écrits. Mais donc, pour avoir traduit des articles de presse en FALC, il faut reconnaître que c'est difficile. Et donc, traduire un programme politique, c'est pas pour les défendre, mais traduire un programme politique, c'est pas évident. Et il faut garder ça en tête. C'est qu'il y a énormément de bonne volonté dans la traduction FALC. On a un service FALC qui est qui est vraiment de qualité chez nous. Mais avant de le faire, on a une envie. Et puis quand on l'a fait, on se dit en fait, c'est vrai qu'on aurait aimé à donner plus d'informations. Voilà, c'est la petite chose que je voudrais rajouter. Et donc, étant donné que Pierrick est relecteur chez nous, ça représente quoi le FALC pour toi ? Le FALC, ça représente l'inclusion. Voilà, savoir des informations comme tout le monde, mais dit d'une autre manière et que tout le monde comprend et que voilà, qu'on s'inclut dans la société. Et je trouve que le FALC, c'est important, aussi bien dans la vie de tous les jours, comme dans le milieu politique aussi. Parce que, voilà, que ce soit les partis politiques, que ce soit dans la campagne et après la campagne, voilà, que ce soit aussi les communes, que ce soit plus en avant. C'est comme nous les premiers en avant vers les citoyens. Donc c'est d'abord eux qui devraient montrer l'exemple et aller, voilà, déjà dans leur site internet ou les revues, le bulletin communal ou le magazine qu'on appelle en certaines communes. Voilà. Oui, presque tout est traductible en FALC. Et je reviens vers vous, Séverine Carco. On a eu la chance de collaborer parce que donc, Inclusion a sorti en début d'année des livrets FALC consacrés aux élections. Et la région Wallonne nous a demandé d'en faire un spécial pour les élections du 13 octobre en Wallonie. On en a imprimé 25 000. Donc il y a un énorme camion qui est arrivé chez vous avec plein de caisses. Et on est content qu'il ne soit pas arrivé chez nous parce qu'on n'aurait pas su quoi faire avec. Et on a reçu pas mal de retours de la part nous en tout cas, on a reçu des retours très positifs de la part de communes. On a reçu beaucoup d'appels aussi pour en recevoir plus. Quel bilan vous tirez de ça ? Un très bon bilan. Je rejoins complètement ce que vous avez dit, c'est que les brochures, le FALC vise
plusieurs publics et donc est très très utile. Et donc effectivement, le soutien à l'SBL Inclusion pour la production d'une brochure en FALC faisait partie du plan accessibilité. Et donc ces 25 000 brochures, elles ont eu un succès énorme. D'ailleurs, je pense que c'est la brochure liée aux élections qui a le mieux fonctionné, puisqu'elle a été distribuée à l'ensemble des communes de Wallonie, au CPAS et à nos partenaires du monde associatif, et qui se sont vraiment appropriés la brochure, qui s'en sont servis pour justement des formations du type de celles que vous avez organisées. Donc franchement, un grand succès, un grand merci. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle était encore disponible sur la table à la sortie, et je pense que c'est un outil qui reste utile, parce que même si la procédure changera sans doute un petit peu, j'espère pas trop pour les électeurs, elle contribue à l'éducation, à la citoyenneté. Et donc, ce qu'il y a dedans reste d'actualité. Alors, je pense qu'il y avait des questions, ouais. Marie-Luce Verbis de la Fondation Portrait. Je voulais revenir sur la question de la représentation de celui qui ne sait pas ou n'est pas en capacité juridique d'émettre un vote. Donc je rejoins complètement monsieur quant au risque. C'est un droit intime que celui de voter. Et il faut éviter qu'en trouvant une solution, on trouve une solution qui amène à des dérives qui peuvent être relativement importantes. Je vais peut-être trop près. Voilà. Mais je crois que pour éviter ça, on peut travailler en amont, c'est-à-dire veiller à ce que s'il y a une représentation juridique par l'administration de biens, elle soit adaptée à la situation des personnes. Donc soit vraiment en amont, au moment de l'introduction de la demande, et donc ça demande un petit travail complémentaire de reprendre chacun des items pour pouvoir dire au juge, mais en fait, pour cet item-là, il faudrait que la personne soit sous administration avec représentation ou avec assistance, ou de telle façon, et que pour cet item-là, il ne soit pas sous représentation ou sous assistance, et faire un vrai travail individuel. Et si ça n'a pas été fait en amont, il y a toujours moyen, un peu comme vous l'aviez indiqué ou comme Anne l'avait indiqué, d'introduire une requête chez le juge de paix pour modifier ce qui avait été initialement décidé. Mais donc moi je voudrais revenir sur le FALC en fait. Pour les engager, on a fait un travail d'essayer de traduire le programme en FALC et donc voilà, c'était très difficile. C'était moi qui étais chargée en tout cas d'être en contact avec Inclusion pour faire traduire ce programme. Et donc, ça a quand même été un travail colossal effectué par Inclusion. Et donc, je les remercie pour ce travail tout d'abord. Et donc, eux, ils nous ont demandé effectivement d'aussi pouvoir donner en 10 pages nos marqueurs essentiels. Et donc, c'était pas facile non plus comme exercice pour nous de pouvoir résumer un programme de 600 pages en 10 pages. Et donc voilà, mais je comprends tout à fait la remarque. Et donc, je pense qu'il y aura effectivement un travail à faire à l'avenir aussi, de pouvoir faire des programmes moins longs aussi. De notre côté, je l'assume complètement. Et de pouvoir essayer de traduire un maximum de documents FALC. Mais donc, il y a encore du boulot. Et peut-être pour rajouter à ça, j'avoue que quand on a des positions nuancées, c'est aussi très compliqué de pouvoir traduire tout ça en FALC. Donc la nuance n'est pas toujours évidente à traduire ou à mettre en facile à lire et à comprendre. Et donc voilà, ce sera aussi un travail, une réflexion à mener avec Inclusion, je pense, de comment on peut apporter de la nuance tout en restant dans du facile à lire et à comprendre.
Oui, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour le panel qui était très intéressant, qui représente les différents profils. Cette loi de 2023 en Belgique... j'ai oublié de me présenter peut-être. Donc, je suis Freddy et je travaille à Inclusion Europe. Donc cette loi de 2023 de Belgique, elle est regrettable. D'autres pays en Europe, eux, ils décident de prendre la direction contraire, comme la France depuis 2019, ou voilà, l'Irlande qui a mis un système d'aide de prise à la décision, y compris politique. Et il y a de bons exemples aussi en Europe en termes de droit de vote et il faudrait s'en inspirer. Donc, il y a par exemple, il y a un gros débat autour de la procuration parce que voilà, donner le droit de vote à quelqu'un d'autre, c'est problématique en termes de droits civiques et politiques. Mais il y a aussi le fait de pouvoir voter par Internet, le fait d'avoir des cabines mobiles de vote, le fait de recruter des assistants pour pouvoir voilà, faciliter le droit de vote, etc., etc. Inclusion ASBL fait un travail formidable en termes de FALC, en termes de formation des personnes en situation de handicap, etc., et de mobilisation des médias. C'est quand même dommage que Inclusion ASBL doit faire tout, doivent prendre cette démarche, dépenser de l'énergie du personnel à mobiliser tout ça. Peut-être que il faudrait réfléchir en Belgique. Je suis pas belge directement, mais déjà à revoir le code électoral et à réfléchir à une solution systématique, peut-être de mobiliser du FALC systématiquement pour les programmes politiques, de faire, d'intervenir auprès des politiques et de les demander à s'exprimer des fois juste simplement avec un langage plein. Ça pourrait être déjà un bon début. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des solutions en dehors. Inclusion ASBL fait un travail formidable et il y a du bon boulot, il y a du gros boulot à faire en termes juridiques, en termes de mobilisation des parents. Et merci pour votre intervention. Et c'est tout. Merci beaucoup. On prend les compliments déjà. Juste une petite précision, ça vous intéresse? Oui. Oui, c'est juste pour rebondir. Il faut savoir qu'en France, lors des présidentielles, les personnes qui se présentaient étaient obligées de fournir un programme en FALC. Donc c'est possible, ça existe. Les programmes n'étaient pas parfaits, mais ça existe. Alors, il y a d'autres questions encore? Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Caroline. Salut. Caroline Basta, je travaille au mouvement Personne d'abord. Je voulais juste dire que je trouve ça intéressant la question de droit de vote parce que en fait, c'est un petit peu un cas d'école d'une situation un peu plus générale. Parce que si on dézoome un petit peu, c'est la situation du droit de vote des personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Elle est un peu représentative de l'image qu'on en a, de l'image qu'on leur donne, de la vision qu'on en a, c'est-à-dire des personnes, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les membres de notre association, des personnes incapables, infantilisées, etc. Et le FALC est un outil vraiment super, ça reste un outil. Je n'ai pas lu les programmes des différents partis politiques pour pouvoir voter. Par contre, j'enrichis ma pensée critique, etc. Et je pense qu'en fait, c'est un travail de fond, autant pour nous que pour les personnes qui présentent une déficience intellectuelle. La pensée critique, la réflexion, savoir ce qu'on veut, se positionner en dehors de l'institution, en dehors des familles, en dehors des personnes qui nous accordent de l'importance, c'est-à-dire juste par soi-même, par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies, par rapport à ses rêves, etc., propre à soi. Eh bien, c'est hyper important, quoi. Et donc, effectivement, un organisme indépendant, je pense qu'il y a quelqu'un qui proposait ça. Je trouve que, ouais, ça reste super. Mais c'est un travail de fond à faire sur le long terme pour qu'une fois, tous les 6 ans, tous les 5 ans, on arrive à ce moment où on doit se prononcer vis-à-vis d'une politique générale, eh bien, on puisse le faire en âme et conscience et qu'on puisse aller rechercher avec des outils comme le FALC les questions qui nous intéressent, quoi. Voilà. Merci. Oui, moi je voulais rebondir un petit peu sur les procurations, parce que pourquoi introduire un système de discrimination dans le système de procuration?
on a exactement le même le risque de dérive chez les personnes âgées, où la procuration est communément admise par tout un chacun, effectivement. Je voulais attirer aussi l'attention sur le courage qu'il faut aux parents quand il y a, pour accompagner une personne avec une déficience intellectuelle profonde ou un polyhandicap ou un handicap plus lourd, accompagner son enfant. Oui, je ne suis pas présentée, Jocelyne Burnotte de la PQB, excusez-moi. Et donc, à partir du moment où on considère le courage qu'il faut aux parents pour affronter le regard extérieur, pour affronter toutes ces difficultés-là, c'est vraiment quelque chose qui existe et qui est très difficile. J'ai voté avec ma fille aux élections avant. Je n'ai pas été cette fois-ci avec elle parce que j'ai trouvé ça trop lourd. Honnêtement, il faut se battre, il faut expliquer. On n'est pas en position de combat tout le temps. Et donc, accorder juste le droit aux personnes de pouvoir voter, mais tout en ayant quand même une facilité d'existence, ça pourrait peut-être un tout petit peu ne pas être un risque de dérive. Je trouvais que c'était un peu mal expliqué, les risques de dérive. À part quoi, qu'on aurait un double vote en tant que parent. Je sais pas, moi je veux bien qu'il y ait des dérives, mais bon, quand même très limitées au niveau des dérives, au niveau des maisons de repos. Enfin, plein de solutions peuvent être possibles, mais introduire une discrimination supplémentaire au nom d'une espèce de lucidité à avoir, je me dépêche, c'est juste que où est-ce qu'on met le curseur le facile à lire et à comprendre, c'est pour plein de gens. Et on a tous dans son entourage quelqu'un qui vote, qui est con comme un balai, et on se dit, mais il a le droit de vote, alors qu'il est juste con. Merci d'avoir été jusque-là. Il reste 3-4 minutes, donc on va encore prendre une intervention. Et alors, Marie-Orlin voulait aussi répondre. Oui. Mais donc, bonjour à tous, moi c'est Grégoire Carbonnet, je suis doctorant sur le droit des personnes handicapées à l'UC Louvain, et je m'intéresse spécialement à la question de la participation à la vie politique et démocratique. Donc merci déjà pour ce panel qui tranche dans le vif une situation bien complexe, mais au-delà de l'accès au programme et à l'information politique, moi je m'interroge quand même sur le fait que, à l'exception de quelques familles politiques qui ont quand même mis un point d'attention à réfléchir à la question du handicap dans leur programme, il y a encore trop de formations politiques qui font malheureusement un point sur le handicap qui est trop léger, ou qui est juste un point de programme parce que la politique de handicap fait partie des nombreuses compétences de notre système institutionnel, alors que, je tiens à le rappeler, selon les statistiques mondiales et belges, la situation de handicap est une minorité, est la plus grande minorité sociale, et malheureusement, je pense qu'il serait grand temps que l'ensemble de la classe politique se saisisse de cet enjeu comme un enjeu social de premier plan, parce que c'est aussi en étant inclus dans le champ de la représentation et des politiques que les personnes en situation de handicap vont vouloir et vont pouvoir avoir accès à l'information directement par les politiques eux-mêmes. Par exemple, sur les 2 dernières campagnes, quels sont les débats télévisés qu'on a eus sur la question du handicap? Il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc je pense que c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut travailler sur la représentation et l'accès direct à l'information, comme on l'a déjà dit, parce que moi j'ai eu pas mal de retours de jeunes en situation de handicap qui étaient primo-votants, qui me disaient « mais à quoi ça sert de voter? On est quand même exclus depuis 20 ans et ça va continuer ». C'est assez interpellant de voir que c'est déjà ancré chez des jeunes qui vont s'inscrire dans la vie active. Mais, tout à fait. Et avant de passer la parole à Marie et de conclure, on en parlera tantôt dans la table ronde 3, enfin la discussion, la 3e discussion sur handicap, médias et militance, parce qu'il est évident que je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que le handicap n'a pas existé du tout pendant les 2 campagnes électorales de cette année. Non, mais en fait, je voulais dire exactement la même chose, c'est qu'il n'y a pas d'inclusion possible si les personnes en situation de handicap ne sont pas représentées sur la scène politique, tout simplement. Et étant privées de leur droit de vote, elles ne peuvent pas voter, donc elles ne peuvent pas être représentées non plus. Et c'est un obstacle à l'inclusion. Donc le vote, c'est un corollaire à l'inclusion, mais aussi une conséquence de l'inclusion. Enfin, voilà, une condition et un corollaire de l'inclusion. Voilà, donc ceci conclut notre première discussion de la journée. Un grand merci à tous et à toutes pour vos interventions.
Merci.